Et les amis, ben c'est parti pour un nouveau direct Génération Tour du Monde, que sont-ils devenus? Et ce soir, on va recevoir Hélène et Stéphane de United Schools qui vont pas tarder à arriver. Voilà, bienvenue à tous. On parlera de leur tour du monde à la rencontre des écoles dans le monde. Et il devrait pas tarder. J'attends qu'il me fasse une petite demande de participation au live. Voilà, c'est en cours. Et il devrait nous rejoindre dans quelques instants pour ce nouveau live Génération Tour du Monde. Et voilà, ils sont là. Salut. La caméra aussi. Hop. Voilà, nickel. On est bien là. Salut Hélène, salut Stéphane. C'est un plaisir de vous voir pour ce nouveau live Tour du Monde. C'est bon, vous m'entendez bien? C'est nickel niveau son? Nickel. Nous, on t'entend super bien. Ouais, Et toi? On est bien. Ouais, les gens commencent à arriver. Là, on est combien? On est 25 personnes. Donc, ça vient doucement. Voilà. Vous êtes où là en ce moment? On est à Dijon, chez nous. On est à la maison. Exactement. On est dans le 2, on est dans le 2-1. 2-1, ouais. Moi, je suis dans le 7-5. Ouais, ça fait. Ouais, on s'était vu au Laos. C'était au mois de mars, je crois, mars 2018 au Laos. C'est ça, hein? Ouais, février-mars, ouais. Février-mars à Vientiane, ouais. Exactement. C'était assez cool. Je vois que Stéphane, tu as une double identité. Je suis en train de participer au live tout en étant là. Ah oui, parce que j'ai filé mon compte Insta à une pote qu'on n'a pas. Ah ouais, cool. Nickel. Ouais, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous rappeler un peu qui vous êtes et ce que vous aviez fait à l'époque comme tour du monde? Ouais, honneur aux hommes. Eh ben, on est Hélène et Stéphane, donc on a fait un tour du monde de près de 11 mois en 2018. Et on n'a pas fait un tour du monde traditionnel puisqu'on a développé un projet à l'intérieur, mais on en parlera, je pense, largement ce soir, mais ça s'appelle United Cruise. Et on est en couple dans la vie depuis maintenant un peu plus de 7 ans. 7 ans, et à l'époque, du coup, à peu près 5 ans. Ok. Et c'était quoi les grandes étapes de votre voyage à l'époque? En fait, on est passé sur 4 continents. Et en gros, on a fait l'Asie du Sud-Est. On a commencé par la Chine, on a fait l'Asie du Sud-Est jusqu'au Cambodge. Ensuite, on a fait Australie, Nouvelle-Zélande. Ensuite, on est parti en Amérique latine. On est resté quelques mois aussi. On est arrivé en Argentine. On a voyagé également par Guatemala jusqu'au Pérou. Et puis, on a fini par le continent africain, par la Namibie et l'Afrique du Sud. Voilà. Ok. Bon, on parlera après un peu de votre voyage. Vous aviez un voyage un peu citoyen responsable, on en reparlera après. Déjà, c'était quoi un peu la grande galère de votre voyage? On en avait un peu parlé en Génération Tour du Monde, mais c'était pas la fin du voyage. Moi qui vous connais bien, je crois que vous avez des petites galères. C'est quoi la plus grande galère que vous avez eue en Tour du Monde? Tu commences direct par les galères, toi. Ouais, tout de suite. Je commence par le bon moment, je commence par la galère. Voilà, j'ai envie. On rassure du positif. Non, mais c'est vrai que pendant le film, en fait, comme on s'était rencontrés au Laos, nous, c'était notre deuxième pays. Donc, ça faisait à peine plus d'un mois qu'on était partis. Et donc, c'est vrai qu'on n'avait pas eu de galère, pas spécialement. Après, on n'en a pas eu beaucoup pendant le voyage, mais on en a eu quelques-unes. Je sais pas si tu veux raconter. Bah, dis-moi, je pensais pas. Ah, je pense à quoi. Non, on n'a pas été très prudent au Cambodge. On s'est fait voler notre téléphone portable alors que j'essayais de me repérer dans la ville. On a eu un vol à l'arraché, quoi. J'étais sur le vélo et voilà, j'ai pas été assez prudente. Ça fait 4 mois qu'on était en Asie, on était super en confiance, on s'est jamais senti aucunement en danger. Et c'était le dernier jour, on prenait l'avion le lendemain pour l'Australie et bim, plus de téléphone portable, quoi. Et là, on utilise le téléphone portable qu'on a acheté au Cambodge pour ce live Insta. Ah, génial! On a raté ouais. cet épisode, ouais. Puis tu as eu des petits problèmes de carte bancaire en Afrique aussi, je me souviens bien. Mais... Ah, je voulais pas trop en parler, mais si tu tends la perche,
Non, bah effectivement, c'était le dernier pays qu'on traversait et on nous avait un peu prévenu, mais j'ai pas été très prudent et du coup effectivement il y avait j'étais attendu, on va dire un ATM et donc on s'est fait voler près de plus de 1 000 euros. Ouais. Ouais, l'Afrique du Sud, c'est un pays magnifique, mais c'est vrai que c'est pas vraiment le pays où il faut le plus sortir des sentiers battus, quoi. Non, c'est clair. On y était aussi avec Anthony. Effectivement, on a vu. C'est un magnifique pays, mais il faut faire gaffe quand on sort. Ouais. Ouais. Et nous, on était confiants, c'était le dernier pays, on était un peu trop confiants, je pense. Et même Florence, j'ai suivi son live Insta là, il y a quelques jours, elle a avoué que c'était un des pays qui était un peu plus compliqué pour elle. Ouais. Ouais, c'est clair. Et pourtant, Florence, elle en a fait des pays dans le monde, c'est clair. Donc, Ouais. ouais. Et maintenant, parlons un peu du bon moment après la galère. C'est quoi, avec un peu de recul, un des grands moments de votre tour du monde? En plus des rencontres dans les écoles dans le monde, ça on va en parler après. Mais Hors rencontre avec les écoles, du coup. ouais. Euh, Il y en a eu plein, c'est dur. ouais, c'est super. Il y a vraiment, en fait, il y avait à chaque fois, c'est les rencontres humaines, mais on a eu un très bon moment, je trouve, au Toulouse. On a été accueillis chez l'habitant, un petit peu à la campagne, il est venu nous chercher à Valparaiso, on est monté dans son vieux petit 4x4, il nous a emmenés dans la campagne, dans les champs et tout. Et on est resté chez l'habitant pendant 4-5 jours, il nous a fait vraiment voyager tout le secteur local. Et bah, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu ses enfants qui étaient à l'étranger, et pendant 5 jours, on s'est senti comme ses enfants. Enfin, moi, c'était vraiment le sentiment que ça m'avait donné. On a cuisiné, on s'est baladé, on s'est un peu raconté nos vies. Et bon, c'était le cas dans tout le voyage, on a fait plein de belles rencontres. Mais cette fois-là, quand il nous a redéposés vers une auberge de jeunesse quand on s'est poussé, moi j'ai complètement fondu en larmes de beaux moments qu'on venait de vivre en fait. Ouais. Cool. Et moi, de ma part, du coup, ça me revient un très beau souvenir, c'était au Vietnam. Et on a été hébergé chez l'habitant, c'était du couchsurfing. Et on a une super famille qui nous a accueillis et je me revois en train d'aller faire de marché avec elle. On avait un chien qui marchait, donc bah oui, mais à la découpe quoi en fait. Ouais. Et ça a été très impressionnant. Et je me revois aussi dans la salle de gym, parce qu'elles nous ont mis dans la salle de gym en train de faire du yoga qu'avec des femmes autour de moi. Et le prof vietnamienne qui parlait en vietnamien pour dire un peu toutes les instructions qu'on devait faire. Donc c'était aussi un grand moment. Ouais. Ouais, il faut dire que le fort avec le couchsurfing, c'est qu'on la connaissait pas du tout. Et on arrive chez elle et elle était un peu gênée. Elle nous dit, Anthony, je suis désolée, j'avais mon cours de gym. Si vous voulez venir avec moi, sauf qu'en fait, nous, on avait juste un petit sac, on avait des affaires de rechange jusqu'au lendemain. Et du coup, ça faisait 5 minutes qu'on la connaissait, une minute, deux, on s'est retrouvés dans sa chambre à coucher. Et elle me donnait ses vêtements et les vêtements de son mari à Stéphane pour qu'on aille à la salle de sport, quoi. Ok. Il y a Flo qui m'écrit qu'un des beaux moments, c'était aussi quand on a fait du wheeling après une certaine soirée à vélo. Moi, je me souviens aussi de la fameuse soirée où j'ai bu de la Mirabelle alsacienne à Vientiane. C'était une belle petite soirée. Ouais, on s'en rappelle aussi, mais il y a que les coflocs qui ont bu ce soir-là. Nous, on est restés très sages. Ouais. Avant de parler un peu du Life is School, une dernière petite question qui est revenue assez souvent là que les gens nous ont posée. Qu'est-ce que ça fait de vivre H24 avec son conjoint? Paradis ou enfer? En plus, ça donnera pas mal de réponses aussi aux gens qui vivent actuellement ça en confinement. Le fait d'être H24 l'un sur l'autre pendant un tour du monde pendant 11 mois. Enfer ou paradis? Ni l'un ni l'autre. En fait, on se connaissait déjà bien avec Hélène. Comme je l'ai dit, ça faisait 5 ans qu'on était en couple, on se connaissait même d'avant. Donc il y avait des bases solides donc on l'a bien vécu. Forcément, il y a eu des moments un peu compliqués, un peu de tension qu'on a suggéré. Bon, on a l'avantage de bien communiquer, de bien parler. Donc bon, par contre là, si on fait le parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui avec le confinement, on était 24 heures sur 24 ensemble pendant le voyage, mais là il n'y a pas le voyage. Et en fait, c'est quand même différent. Être en confiné 24 heures sur 24 ensemble et pendant le voyage 24 heures sur 24 ensemble, c'est quand même différent.
Je sais pas si tu veux. Ouais. Et c'est quoi les grandes différences, ouais? Au début du confinement, quand les gens nous ont demandé alors vous vivez bien le confinement, bon, le premier truc qu'on a répondu c'est bon, on a fait 11 mois de voyage tous les deux, tous les jours, tout le temps, à part 3 jours, on s'est séparés parce qu'il allait faire un peu d'alpinisme, mais on s'est dit bon, on devrait survivre au confinement. Et en effet, on a quand même une capacité à vivre tous les deux sans souci, Ouais. en voyage ou en appartement. Énorme. Donc ça se passe. On va reparler un peu de votre tour du monde. Donc la spécificité de votre tour du monde, c'était la rencontre des écoles dans le monde. Déjà, ouais, comment est venue cette idée? C'est quoi l'association? Comment c'est venu tout ça? Dans un bar. Les meilleures idées viennent toujours dans un bar, je confirme. Alors c'est vaste question. Avec Hélène, on se posait des questions déjà depuis plusieurs années, respectivement. Notre façon de nous engager, d'être citoyens, d'agir et c'est un cheminement en fait, hein. Enfin, qu'on a fait chacun de notre côté, puis après qui s'est rejoint. Moi, dans le cadre de mon travail, ce que j'explique dans le film, en fait, c'est que je m'y retrouvais pas dans ce que j'ai fait et je voulais donner plus de sens dans ce que je faisais au boulot. Et donc, quand on a commencé à imaginer de faire un voyage ensemble tous les deux pour aller à la rencontre d'autres cultures, tout de suite, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on voulait pas faire un voyage touristique. Donc, il était logique de commencer à réfléchir à un projet. Enfin, on a fait du tourisme, hein, bien sûr, mais c'est vrai que dans le tourisme, il y a des relations commerciales. Et là, sur le voyage volontaire, ce qui me semble intéressant, c'est d'avoir un projet qui nous permette de vivre de la façon humaine différemment dans le pays où on allait se rendre et donner du sens. Et d'où le projet alors? D'où le projet, mais c'est vrai qu'on est vraiment parti d'une feuille blanche. On s'est juste dit, bah voilà, quel sens on va mettre dans notre voyage, qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, on s'est dit, tiens, si au travers de notre périple, on mettait en relation des écoles de notre secteur, donc sur Dijon, Ouais. avec des écoles dans les pays où on va passer. Et en fait, le projet a démarré comme ça. Et on s'est dit, pour les mettre en relation et les connecter, pourquoi pas utiliser les outils numériques digitaux d'aujourd'hui. Et on s'est dit, on va créer un réseau social entre écoles du monde. Et du coup, ça va révolutionner un petit peu la correspondance. C'est plus comme la correspondance entre une école et une école où on s'écrivait des quand on était petit. Mais c'est l'idée de se dire, en fait, finalement, aujourd'hui, je peux être en connexion avec plus qu'une école, mais tout un réseau d'écoles. Et donc, on s'est rapidement rendu compte que ça plaisait beaucoup aux enseignants comme projet et que ça plaisait aussi beaucoup la curiosité des enfants. Donc, on s'est dit, banco. Et on a vraiment mis au cœur des échanges sur cette plateforme le vivre ensemble et la préservation de la planète, puisque c'est des sujets qui nous touchaient à l'époque avec lesquels on était aujourd'hui. Ouais. Et c'est ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on arrive via les professeurs, bien sûr, mais à permettre à des jeunes de s'éveiller à l'éco-citoyenneté, à devenir des citoyens éco-responsables. Et c'était l'idée de départ. On ne savait pas que ça allait nous amener jusque-là aujourd'hui, mais c'était vraiment de créer cette émulation positive, que les jeunes se rendent compte que dès le plus jeune âge, ils peuvent déjà agir. Et aussi, voir que ça bouge aussi partout dans le monde. Dans des pays favorisés comme des pays moins favorisés, il y a des choses qui font. Peut-être créer un peu ce grand réseau des élèves éco-responsables qui demain vont construire leur monde et soit le plus stable et le plus durable possible. Ouais. En plus, je me souviens, c'était basé à l'époque quand on vous a suivi, c'était quoi? C'était le transport, l'habitat et l'alimentation. Je crois que c'était ça les trois thématiques à l'époque. Et vous avez visité combien d'écoles en tout durant votre tour du monde? Alors l'idée c'était au moins de connecter une école par continent, hein. On y allait petit bras, non, par continent, mais bon, au moins une école par continent et puis après idéalement par pays visité. On a commencé par la Chine, on n'avait pas trop d'ambition avec la Chine quand on parle de réseau social, c'est très compliqué là-bas. Mais voilà, on a visité, je pense, une vingtaine d'écoles. On a rencontré une vingtaine d'écoles. On en a connecté à la fin du périple 23. Que voilà, par connaissance, on a connecté en dehors. Et à chaque fois, c'est des expériences super intéressantes et on en a vécu une ensemble à Vienne. Ouais.
Je réponds en même temps. Je sais pas si vous voyez aussi les questions qui s'affichent là. J'en Comment vous vois avez une. fait pour réduire votre empreinte carbone pendant le voyage? Ouais, bah ça c'est une bonne question. En effet, on essayait quand même d'avoir une empreinte éco-citoyenne, on va dire. Ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on se posait sur un continent, on n'a jamais repris de vol interne. On n'a jamais repris l'avion et on a plutôt voyagé en mode très lent, c'est-à-dire que voilà, comme on n'avait pas forcément envie de prendre tous les sites touristiques d'un pays, on faisait des petites portions. Donc on a vraiment, en Chine par exemple, on a fait une toute petite part de la Chine du Sud-Est au Ouais. final, pour rejoindre le nord du Vietnam. On avait vraiment fait que l'extrême partie nord du Vietnam. On a fait le nord du Laos, de la capitale du Vietnam. On n'est pas descendu au sud. On a fait que le nord de la Thaïlande aussi. Et puis une petite partie du Cambodge. Et à chaque fois, on voyageait en transport en commun. Donc sur le continent asiatique, on a fait beaucoup de trains au début. Et puis après, du bus. Et puis dans les villes, beaucoup de vélos. On marchait énormément aussi. Parfois entre 20 et 30 km par jour. On adorait marcher. Ouais. Voilà, au niveau des transports, on a fait voilà d'efforts, je pense, pour essayer de minimiser notre empreinte, parce que c'est une des premières sources de pollution pendant le voyage. Et puis après, on a fait attention, voilà, au niveau de l'alimentation, etc. De pas acheter des choses qui génèrent des déchets. On avait des pailles réutilisables. Voilà, pour l'eau, on avait une gourde filtrante qui nous a bien servi, qui nous a évité d'acheter dans le plastique. Et puis, ouais, on faisait attention. On avait lancé un défi. On avait demandé à nos amis de nous lancer des défis et on nous avait lancé un défi à Bolivie. Et on l'a réalisé à Sucré. Donc, c'est une journée vraiment sans déchets. Et donc, ça a été un vrai challenge parce qu'on a dû y réfléchir plusieurs jours à l'avance. On est allé faire un marché, on a dit ok, on y va avec nos contenants. Et puis du coup, on a filmé tout ça, on a fait une petite vidéo. On avait réussi le challenge. C'était pas évident, c'est pas évident de faire chez soi depuis la France, depuis chez nous, avec notre environnement qu'on connaît bien. Ouais. Mais quand on est à l'étranger et qu'on doit faire ça, c'était un vrai challenge. On a réussi. Il faut dire que ça nous a boosté pour refaire ça chez nous de manière régulière, quotidienne. C'est vrai. Ouais, c'est bien. Donc, ce tour du monde, ça a été un vrai départ pour une nouvelle vie. Enfin, vous aviez déjà ça en vous, mais vous avez vraiment pu le mettre à profit entre la ronde des écoles, le bilan carbone et la gestion des déchets. Enfin, et vous avez ramené ça chez vous après au retour. Ouais, mais ça s'est fait de manière hyper naturelle finalement, parce que on faisait pas, enfin, on avait envie de le faire avant de partir, mais on s'y est jamais mis. Et en fait, bon, avant de partir en voyage, donc on avait vendu notre appartement. On n'était pas propriétaire, donc en fait, on avait fait toutes nos affaires chez des amis, mais on avait déjà pas mal épuisé, pas mal bazardé de trucs. Et quand on est revenu, ouais, on s'est mis au zéro déchet, mais vraiment de manière très naturelle. Et ça n'a pas du tout été compliqué à mettre en place. Et on fait ça depuis qu'on est rentré. Donc bon, oui, ça a changé nos habitudes. Je pense qu'on avait l'envie, il fallait juste qu'on ait le déclic. Ouais. Cool. Bah, avant de passer au retour, là, il y a Florence qui pose une petite question, Florence du film, qui pose la question, est-ce que la mission United School n'a pas été trop pesante par moment? Est-ce que vous n'auriez pas préféré voyager pour voyager sans avoir United Schools à côté? Est-ce que Alors, moi, j'ai envie de prendre la question dans l'autre sens. C'est-à-dire, si on n'avait pas eu United Schools, est-ce que ça, on aurait vibré autant? Est-ce qu'on aurait rencontré autant de personnes super cool et différentes? Et l'exemple que donnait tout à l'heure Hélène, c'est la personne chez qui on était au Chili. C'est grâce au groupe Facebook Les Français au Chili. On a fait un appel en disant, est-ce que vous connaissez des écoles autour de vous qui pourraient être intéressées par notre projet? Et ben, ce Rulio nous a mis avec une école vraiment de campagne, pas forcément très favorisée. Je dirais que effectivement, ça nous arrivait parfois de se dire waouh, on passe beaucoup de temps sur le projet, on passe peut-être à côté de certaines choses. Donc effectivement, il a pu arriver ce moment de petites frustrations, mais elles étaient largement compensées parce qu'on vivait par ailleurs grâce au projet et qu'on voyait que ça vibrait aussi en France avec le blog qu'on tenait, les commentaires qu'il y avait dessus, nos familles. On voyait qu'on avait un certain
certaines personnes qui Mais nous suivaient. Ouais. je vois ce qu'elle veut dire, Florence. En fait, nous, le projet, c'était notre connexion avec les gens sur place. Florence, je pense qu'elle, c'est justement le côté autostop. Mais par contre, ouais, la contrainte qu'on avait, c'est que du coup, on était quand même, obligés d'anticiper nos passages dans les écoles. Et c'est vrai que, contrairement, je pense à tout le monde qui prend vraiment le temps de voyager, et qui a vraiment un endroit où elle est super bien, elle se pose. C'est vrai que nous, on ne pouvait pas tout le temps le faire. Parce qu'on disait, ah, mais dans 2 semaines, on doit être à tel point, parce qu'on était quand même contacté dans l'école à tel moment. Et donc, on pouvait pas non plus les faire patienter une semaine ou 15 jours. Donc, c'est vrai que ça a rajouté des petites contraintes, mais bon. Mais d'un autre côté, je pense que Unity School, c'était aussi un super passeport pour vous, pour faire des rencontres, enfin, des rencontres de gens, rencontres de population, que vous n'auriez peut-être pas eu sans le passeport Unity Schools. Ouais, ça nous a amené de belles anecdotes. Je pense notamment, on a eu ce contact en Bolivie. C'était comment? C'était à Cochabamba. Ouais. On arrive, donc c'est quand même une ville de taille assez moyenne en Bolivie. On arrive, on a un super accueil dans l'école. Le matin, ils ont souvent des rituels, ils se mettent en rang en fonction de leur niveau d'âge, etc. Donc ils nous disent bonjour. On a un mot d'accueil vraiment par le directeur, le responsable des parents d'élèves, la prof d'anglais qui nous accueille, etc. C'est magnifique. Ils nous emmènent dans le grand gymnase. Donc, on est vraiment reçu comme un couple présidentiel, les chants traditionnels, nous font l'hymne de United Schools, enfin, c'est génial, ils nous offrent plein de cadeaux, donc on est super bien. Et la prof avait eu cette fabuleuse idée de demander aux gamins de cuisiner tous les plats un peu traditionnels de Bolivie pour qu'on puisse les goûter. Donc, on voyait depuis le matin sur le côté du gymnase tous les plats traditionnels qui étaient alimentés sur une table super immense et tout. Donc, on dit, wow, c'est trop bien. Ils viennent nous présenter chacun des plats, ils nous expliquent qu'il y a dedans et tout. Et donc, c'est vrai qu'en Bolivie, bah, l'eau, elle est pas potable, quoi. Donc, on faisait quand même super attention quand même à ce qu'on mangeait et tout. Et bon, là, c'était quand même compliqué de dire, on peut pas déguster, quoi. Ils avaient cuisiné pour nous, mais c'est vrai qu'on savait pas quand ça avait été cuisiné, comment c'était venu jusque dans l'école et tout. Et en fait, on a été super malade. Mais genre, super malade. Enfin, moi, le lendemain, j'ai pas pu me lever pour retourner à l'école. J'allais tout seul. Je suis allé tout seul. La prof nous avait prévu un programme mais ultra intensif. Donc, on voyait une classe toutes les 10 minutes. C'était incroyable. Je sais pas, j'ai vu peut-être 15 classes, je sais pas, 500 gamins dans la matinée. Et j'étais crevé, quoi. Ouais, d'habitude, on faisait pas de population, mais bon. Et alors, ce qui était drôle, en fait, c'est que le dimanche, pour s'excuser, elle nous a invités chez sa maman à manger une genre de poule au pot, en fait. C'est ce qu'elle appelle le repas du malade, justement, pour qu'on aille bien. Et en fait, on se rend compte pendant le repas que son beau-frère, il est un genre de gastro-entérologue ou je sais pas quoi. Et donc, c'est lui qui nous fait une petite ordonnance sur un papier libre sur le coin de la table en disant c'est pas grave, j'irai chercher tel médicament à la pharmacie, en sortant, ça ira mieux, quoi. Donc, je me suis dit, ok, d'accord, elle l'a fait exprès, c'est parce que son beau-frère, elle voulait travailler. Énorme. Pour revenir à Unity Schools et au retour aussi en France, est-ce que le projet Unity Schools a perduré après votre retour? Et peut-être qu'avant de parler de ça, qu'est-ce que vous faisiez avant le voyage et qu'est-ce que vous avez fait en rentrant? Ouais, j'ai fait par Hélène. Ouais. Ça va être beaucoup plus court que Stéphane. Donc, avant de partir en voyage, donc moi je travaillais pour une union de mutuelle en tant que chef de projet. J'ai demandé une année sabbatique qui m'a été accordée. Et donc, quand je suis revenue de tour du monde, enfin voilà, c'était que je voulais rentrer dans mon entreprise. Donc, c'est ce qui s'est passé. En fait. J'ai intégré mon entreprise et je suis toujours actuellement. Donc voilà. Et par contre, Stéphane, c'est un petit peu différent. Ouais, raconte-nous tout ça. Et quel est le lien avec United Schools et ton retour en France? De mémoire, dans le film Génération Tour du Monde, j'explique que j'étais dans le commerce et effectivement, je vendais des appareils électroménagers, des télés sur les 7-8 premières années de ma carrière, on va dire. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément ce que je voulais faire toute ma vie. Et ce qui a été le déclic, c'est que j'ai été licencié économique de la dernière structure dans laquelle j'étais.
ce qui m'a vraiment permis de me poser et de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, ça, comme je disais tout à l'heure, ça a cheminé et finalement est venu ce projet United Schools qu'on a mené en 2018. Et comme je disais tout à l'heure, on avait une vingtaine d'écoles de connectées. On a vu que ça prenait, que ça répondait à un besoin à la fois en France, mais aussi dans tous les pays qu'on a traversés, Ouais. les écoles qu'on a visitées. Et donc l'idée c'était de faire perdurer le projet et donc je m'y suis mis à moi à 100%. C'est-à-dire que quand on est rentré euh, bénévolement, je me suis mis à 100% sur le développement de United Schools. Alors j'ai dû retravailler quand même 4 mois à l'agence régionale de l'environnement ici sur 4 mois une mission sympathique parce qu'au bout d'un moment c'était plus tenable. Mais voilà. Et donc la bonne nouvelle c'est que maintenant on est à 70 écoles connectées dans 21 pays du monde. Ouais, bravo. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc il y a un peu plus de 3000 élèves qui sont impactés, qui en profitent aujourd'hui. Enfin, je dis aujourd'hui, tout le monde est confiné, il n'y a plus d'école, mais on va dire qu'il y a encore quelques mois, c'est le cas. Et du coup, je suis aussi salarié de l'association qu'on a créée depuis le 8 janvier. Donc ça, c'est une super réussite, puisque c'était pas l'objectif hein, finalement. Ouais. Mais on a créé tout un écosystème, tout un univers autour de nous. On a un conseil d'administration et quand on s'est dit qu'on allait avoir un premier salarié, ben forcément j'étais le premier à postuler, tout le monde était là. Et c'est parti quoi. Génial. Et puis l'aventure continue avec d'autres voyageurs. Je vois que dans le live, il y a Céline des 5 en route qu'on a eu le plaisir de voir avec sa famille en Nouvelle-Zélande pendant notre tournage de Van Life, qui est là, qui est une des nouvelles ambassadrices. Je crois qu'il y a Kate Wajadi qui est venue à une de nos projections à Paris et il y a Lille qui a aussi envie de devenir une de vos ambassadrices. Enfin, je pense qu'il y a pas mal d'ambassadeurs qui sont créés suite aux Fédérations Tour du Monde et suite à différentes rencontres que vous avez fait. Donc c'est génial. Ouais, c'est sûr. Céline et les 5 en route, c'est une super rencontre parce qu'on s'est jamais vu physiquement, mais grâce au film Génération Tour du Monde, effectivement, vous êtes des créateurs de liens aussi, les gars, faut le dire. Et Céline, c'est une super rencontre puisque ça a été la première vraiment ambassadrice avec sa famille de United Schools. Et grâce à son énergie, elle nous a permis de connecter des écoles au Pérou, aux Philippines, en Australie. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et d'autres familles ont pris le pas et Kathleen aussi en fait partie. On a 10 ambassadeurs voyageurs et 5 ambassadeurs étudiants et qui nous aident à créer ce qu'on faisait avec Hélène, en fait, à créer un premier contact avec les écoles pour les intégrer dans la plateforme Tools. Et on est en train de développer, et ce soir, donc après ce live, on a un groupe de travail ambassadeur pour développer un vrai programme avec des beaux services derrière pour les voyageurs qui veulent donner du sens dans leur pays. Non, c'est clair. Et en fait, je sais qu'il y a une vraie demande des voyageurs. Souvent, les gens nous demandent comment je peux me rendre utile pendant le voyage, comment je peux faire pour entrer dans les écoles. Et en fait, on va inciter toutes les personnes qui vont nous poser cette question-là à se mettre en relation avec vous et puis à postuler à votre programme d'ambassadeur qui va bientôt se créer. Exact, il est en construction. On a d'ailleurs intégré des ambassadeurs eux-mêmes dans ce groupe de travail, donc Céline en fait partie. Mais on a aussi des futurs voyageurs qui se projettent déjà en tant qu'ambassadeurs d'United Schools qui en font partie. Et on pense qu'après l'été, on aura un programme bien ficelé avec un kit de l'ambassadeur avec plein de choses sympas dedans et de quoi s'éclater et avec une belle coordination d'United Schools derrière. Non, c'est top. Je vous invite tous à suivre d'ailleurs United Schools. On en parlera après sur les différents réseaux, mais un beau projet. Et donc, on va reparler un peu du retour. Donc, c'est United Schools. Et vous, à titre perso, comment s'est passé le retour? Qu'est-ce qui a été le plus déroutant? Vous êtes rentré à quelle date exactement nouveau? On est rentré le 24 octobre 2018. Oui, on est rentré la veille de l'anniversaire de Stéphane, c'est vrai. Ouais. En fait, on est rentré légèrement plus tôt que prévu du voyage parce que on a eu une opportunité justement pour United Schools de faire incuber le projet. Donc du coup, on est rentré un petit peu plus tôt sur Paris. Je m'en souviens. Oui, en fait, tu es la première personne qu'on a vue, je crois, à notre retour. Et non, ça s'est bien passé. Je pense, moi personnellement, 11 mois de voyage, c'était
j'étais contente de rentrer, j'étais contente de revoir mes amis, ma famille. Donc, Et un mois de confinement, c'est suffisant aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont dérouté? Parce que quand on vit comme ça pendant 11 mois, justement comme vous, en mode plus responsable, plus éco-responsable, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise en rentrant en France? Est-ce qu'on arrive justement à retourner dans le bain d'une vie un peu plus tournée vers l'économie, la consommation, après avoir vécu une vie comme la vôtre pendant 11 mois? bah ouais, alors juste pour remettre moi parce que le truc qui m'a marqué, c'était pas forcément sur le côté écologique quand on est rentré, mais c'était la crise des gilets jaunes. Ça a démarré quasiment pile quand on est rentré. Donc c'est vrai que ça nous a fait un peu bizarre parce que il y a quand même ce côté aussi un peu contestataire des Français qui est un peu reconnu à travers le monde. Et donc c'est vrai que de rentrer dans cette période-là, c'était un peu étonnant et du coup, il y avait beaucoup de personnes qu'on avait rencontrées pendant notre voyage qui nous contactaient pour savoir ce qui se passait en France, etc. Et puis après, sur le côté environnemental, en fait, je pense qu'on a essayé de changer, nous, notre mode de vie à notre échelle, mais on n'est pas du tout dans le jugement ou, ouais, enfin, on ne parle pas spécialement aux autres, quoi. Donc, après, c'est juste qu'on évite, on va plus forcément dans les grands centres commerciaux. Voilà, il y a des trucs qu'on fait plus. Donc du coup, c'est pas qu'on est pas choqué, c'est juste que comme on le voit plus, ça nous choque pas. Ouais. Bon. Ouais, on va dire qu'on retrouve vite une routine finalement. Hein. C'est vrai qu'on revient vite dans le bain entre guillemets, mais comme le dit Hélène, on a changé quand même durablement notre façon à nous déjà de consommer, de voir les choses. Et moi, je rebondis sur ce que Hélène disait sur ce mouvement des gilets jaunes. On est rentré avec ça, et c'est vrai que c'est difficile. On a été quand même assez bouleversé de ce qu'on a vu dans certains pays comme le Cambodge, le Laos, l'Afrique du Sud, et de se dire ok. On comprend hein, le mouvement et que certaines personnes soient à bout, elles ont fait toute leur vie, elles sont en retraite, elles ont quasiment rien pour vivre. Effectivement, mais c'est vrai que ça fait un gros écart par rapport à ce qu'on a vu par exemple au Cambodge où ils ont presque rien et ils ont quand même un grand sourire. Et donc voilà, c'est assez perturbant. Et du coup, on était pas forcément tout le temps en phase en rentrant avec certains amis, et tout ça. Aussi parce qu'on n'avait pas vécu les mêmes choses les derniers mois. Non, c'est clair, ouais. Ouais, c'est la fameuse phrase de Sylvain Tesson qui dit: La France est un paradis, mais les gens qui y vivent croient qu'ils sont en enfer. Sinon, il y a Florence qui demande s'il a été facile de retourner au boulot. Parce qu'effectivement, moi, la plupart des gens que je connais qui sont partis en tour du monde, quand ils ont repris leur CDI, ils tiennent 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, mais au bout d'un moment, ils craquent, ils démissionnent, ils font autre chose. Toi, tu es un peu l'exception qui confirme la règle. C'est exactement ça. Non, après, je pense que ce qui a été cool, alors j'aurais aimé que ce soit pas forcément pendant le voyage parce que je voulais vraiment faire une coupure professionnelle, mais pendant le voyage, on m'a appelé pour me proposer un nouveau poste quand j'allais rentrer. Un poste qui était très intéressant pour moi, qui était clairement une évolution. Donc, ça a vraiment donné une autre perspective, en fait, pour mon retour. Donc, déjà, le sachant voyage, enfin, ça, j'ai finalement été contente de rentrer pour tester ce nouveau challenge pro. Et voilà, je partais d'une page blanche, je devais réécrire quelque chose avec beaucoup de confiance. Et donc, je pense que ça a été aussi une intelligence de mon entreprise de pouvoir me proposer ça justement pour peut-être que j'ai aussi envie de rester puis de continuer à m'épanouir dans mon entreprise qui répond quand même à des valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est vrai que voilà, sur les principes de solidarité et puis je travaille beaucoup sur les préventions. Par exemple, en ce moment, là, je travaille encore à plein temps. Je travaille beaucoup sur l'isolement social des personnes âgées, justement, en période de confinement. Donc, c'est vraiment très intéressant pour la solidarité, justement, du vivre ensemble, de la préservation de l'autonomie. Donc, ouais, tu avais un travail qui avait déjà du sens. Souvent, les gens qui leur taffent parce que leur boulot n'a pas de sens. Mais toi, tu avais déjà un travail et une mission qui avait du sens avant de partir. Et donc, effectivement, il n'y a pas de raison, de changer de taf si le taf a déjà un sens. Ouais. Tandis que pour ma part, en fait, je savais déjà que moi, je voulais faire un tout autre travail en rentrant. Et du coup,
c'est vrai que quand on est rentré, comme le disait Hélène, on a vraiment la dynamique. On est rentré 3 semaines plus tôt parce qu'il y avait ce concours, on était au milieu de start-up avec des projets de fous furieux, et nous on était au milieu de tout ça, c'était une certaine fierté aussi. On est resté sur enfin, je suis resté après en développant United School sur cet élan. Et donc il y a eu une continuité qui est importante à avoir. Il y a beaucoup de témoignages de Tour du Mondiste qui disent qu'il y a un peu le spin du retour et il faut effectivement avoir un projet. Bon, nous, il faut dire que c'était un projet qu'on n'avait pas en Tour du Monde qui s'est poursuivi, donc c'est d'autant mieux, il y a beaucoup de conducteurs. Non, c'est clair, c'est ce qu'on entend souvent. Enfin, la meilleure manière de gérer son tour du monde, son retour du monde, c'est d'avoir des 3 mois de projet dès qu'on rentre et même idéalement d'avoir déjà quelques idées de projet juste avant d'entrer. Ouais. C'est ce qui permet de tenir et d'être boosté à fond. Ouais. Ouais, et puis là, ça nous a permis vraiment de rester en contact, le projet, avec tous les gens qu'on avait rencontrés, ou au moins avec les écoles. Donc, du coup, ça assure une forme de continuité. Il n'y a pas une grosse structure. C'est pas toujours évident, je pense, de rester en contact avec les gens qu'on a rencontrés parce qu'il y en a beaucoup. Parce qu'au final, c'est difficile aussi d'entretenir des relations. Donc, là, c'est vrai que ça donne une raison, en tout cas, de garder ce contact. Ouais. Ouais. Et justement, pour votre contact, est-ce que votre cercle d'amis est resté le même en France? Est-ce que vos amis ont compris que vous soyez partis pendant 11 mois? Est-ce que vous avez gardé les mêmes amis en rentrant? Et est-ce qu'ils ont compris votre trip, votre délire? Ouais. Alors, avant de partir, en fait, quand on parlait de notre voyage, notre périple, notre idée avec United Schools, on avait des réactions un peu différentes autour de nous. Globalement, c'était super, trop bien, ça vous correspond, c'est trop bien ce que vous allez faire et tout. Mais on avait quelques personnes qui comprenaient pas. Mais au retour, au final, on a emmené un peu tout le monde dans cette aventure, y compris les plus réticents. Et ça, c'est chouette. Enfin, ça fait vraiment plaisir de pouvoir raconter un peu tout ce qu'on a vécu, mais aussi qu'on continue, en fait. On peut continuer à raconter une histoire, en final. Et c'est pas qu'une histoire, c'est des vraies actions et en même temps que je parle, on est en train d'emmener encore plein de gens autour de nous, autour de cette aventure. On a des nouveaux bénévoles et je crois qu'il y a Annabelle là qui nous suit, qui nous rejoignent avec toutes leurs compétences, leur motivation. Et en ce moment, avec le confinement, on a de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et c'est super chouette. Non, c'est chouette, ouais. Justement, est-ce que pendant le confinement, les écoles, vous avez réussi à maintenir un lien entre les écoles là en ce moment ou Alors oui, c'est un challenge puisque il y a plus ce qu'on appelle la continuité pédagogique, c'est-à-dire continuer à faire cours pendant que les élèves sont confinés chez eux. Et donc ça démontre aussi des inégalités. Donc on a notre présidente qui est prof, qui s'appelle Gwenaëlle et qui en fait habituellement a des collégiens en face d'elle. Et là, elle se rend compte qu'il y a certains collégiens, elle n'a pas de leurs nouvelles parce que soit ils sont pas équipés chez eux, soit les parents ne trouvent pas forcément. Et donc ça crée des inégalités. Au final, c'est ce que dit le ministre en ce moment. On le dit. Et donc nous, le challenge, c'est effectivement de trouver ce lien, ces ponts entre classe, entre professeurs. Et du coup, en réfléchissant, on a créé un forum pour que les professeurs puissent échanger un peu sur leurs idées, leurs ateliers qu'ils peuvent mettre en place, les outils qu'ils utilisent. Et puis là, on a un groupe de travail qui s'appelle Animation de contenu où on réfléchit à créer une trame. On l'a créé d'ailleurs, pour que les élèves en 5-6 questions indiquer ce qu'ils retrouvent de positif dans le confinement. Ok. C'est-à-dire quelle est la chose que tu fais depuis longtemps que tu as enfin fait, qu'est-ce que tu feras la première chose que tu feras quand tu seras en dehors du confinement. Nous un dessin qui représente ton humeur actuelle et tout ça. Et derrière, ça sera des contenus qu'on va retrouver sur la plateforme. Ah, c'est chouette ça, c'est bien ça. Ça continue à vivre, c'est cool. Et justement, parlant du projet, ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on s'est vu la première fois, on s'est dit, tiens, ils sont pas profs. Au début, on a cru que vous étiez profs quand tu as vu le projet. Justement, c'est des profs qui ont des idées comme ça. Et donc, justement, de manière générale, est-ce que c'est facile de monter un tel projet, que ce soit dans le domaine des écoles ou un autre domaine? Parce qu'il y a plein de gens, justement, qui veulent donner du sens à leur tour du monde. Est-ce que c'est facile de monter un projet comme ça avant de partir? Ouais. C'est un vrai journaliste. C'est des questions top. Honnêtement, ça a été assez facile de monter le projet. J'ai vu que tu avais une question tout à l'heure d'ailleurs par rapport à ça, notamment pour la recherche de financement. Enfin, d'abord, on a créé le squelette de notre projet. Comme c'est un projet éducatif et qu'on n'était pas enseignant, on est quand même assez rapidement allé confronter au rectorat de notre académie, qui nous a dit en fait c'est très intéressant. D'ailleurs, quand on est allé les rencontrer, on s'est dit
est-ce que vous pourriez nous trouver une école qui voudrait bien nous suivre et tout? Et en fait, eux, ils étaient super emballés, ils voulaient nous trouver plein d'écoles tout de suite. On a dit ouais, enfin, justement, après, on voulait pas que notre voyage soit non plus trop monopolisé et que ça nous dépasse en fait. Donc, on avait dit non, enfin, nous trouvez pas trop de classe finalement. On en avait quand même 15 ou 20 avant de partir. Ouais, on avait 4 écoles et une vingtaine de classes. C'était quand même assez énorme. Okay. On allait toutes les rencontrer, les écoles, pour créer le lien avec les enfants. On allait dans chaque classe 2 fois avant de partir. On prenait tous nos congés, des journées sans solde, des fois, pour aller à la rencontre des élèves. Et le projet, ouais, on a fait l'armature, on a créé un bon dossier partenaire, on a pu trouver du coup quelques financeurs privés, puis on avait lancé aussi une campagne de crowdfunding qui nous avait permis de récupérer à peu près 4 500 € et de subvenir à certains besoins, etc., pour mener à bien le projet pendant le tour du monde. Donc, ça nous a permis de contribuer ces financements externes, on va dire, à hauteur de 20% du financement global de notre tour du monde. Okay. Donc, c'était pas énorme non plus, malheureusement. Ben, ça finançait quelques déplacements entre des écoles, quelques matériels, comme disait Hélène. Un hymne United Schools entre écoles du monde qui est né dans une école à côté de Dijon. C'était un professionnel, un musicien qui est allé avec 2 classes d'une école créer ce refrain et un couplet et qui a lancé après un hymne super cool où il y a déjà 5 pays qui ont contribué. Et donc ouais, il y a des belles choses qui en sont ressorties, mais vraiment ouais, c'est pour nos fonds propres qu'on a voyagé. Okay. Ouais, après, par contre, ça nous a demandé quand même pas mal de temps. C'était beaucoup les soirs, après le boulot, et on commençait environ 1 an avant de partir. Bon, après, on faisait pas non plus ça tous les jours, mais ça nous a demandé quand même un investissement certain en termes de temps avant de partir. Mais ça valait vraiment le coup. Donc oui, ça l'a porté tout le monde. Donc, vous êtes un bel exemple que c'est possible de monter un projet from scratch quand on vient pas d'un univers quand on vient pas de cet univers-là, qu'on a vraiment envie, on peut se débrouiller pour trouver le financement, pour trouver l'idée, les contacts. Exactement. On s'est entouré, comme elle a dit Hélène, du rectorat assez rapidement, qui a été une caution au final. Et puis on a des professeurs dans nos amis qui ont envie de rejoindre l'aventure, et puis notre présidente actuelle qu'on ne connaissait pas, donc c'est une belle rencontre aussi, qui dès le départ a même été sur la vidéo de la campagne de financement participatif. Donc, ça paraît tellement loin quand on en parle là maintenant, mais c'est des très bons souvenirs. Ouais. Cool. Et justement, le fait de voir tous ces nouveaux ambassadeurs, tous ces nouveaux voyageurs, vous, 2 ans après, ça vous donne pas envie de repartir pour un long voyage? Joker. On n'a pas la même réponse, je dirais, avec Hélène là-dessus. Allez, la réponse de chacun. Vas-y. Ah non, toi comment d'abord? En fait, moi, je continue à voyager par procuration parce que je suis bien sûr du coup au cœur des échanges avec les ambassadeurs, avec différentes écoles dans le monde. Et du coup, je voyage vraiment quotidiennement. Donc c'est chouette. Donc je dirais que non, moi j'ai pas d'impatience. Je sais que on repartira un nouveau. Moi j'ai plus en tête plutôt un tour d'Europe en vélo ou avec un véhicule à hydrogène. Allez, soyons fous. Et du coup voilà. Non, mais en fait, ma réponse est patrimoniale. Bon, moi, je voyage pas du tout tous les jours dans le cadre de mon boulot, mais non, je pense que là, on a plein la vue pendant 1 an, et ça nous a aussi donné envie de découvrir un petit peu plus la France et l'Europe, de voyager, on va dire, à proximité. Donc, le gros voyage, non, c'est pas une grosse envie pour tout de suite. Puis, je pense que pour le coup, on a pas mal pris l'avion, donc on va se calmer un peu, mais voilà, oui, il y aura quelques petites escapades en Europe. J'ai vu que tu en avais fait une sympa sur les traces de Florence. Tu es parti en stop jusqu'à Tallinn récemment. Alors, j'ai pas fait du stop, hein, faut rendre à César. Alors, pas exactement. J'y suis allée en train et en bus. Donc, je suis allée par terrestre, mais c'est vrai que c'était dans un déplacement associatif, donc tout le monde y allait en avion. Il y en a qu'une qui a dit non, moi j'y vais pas en avion. C'était moi, mais c'était vraiment génial. Et c'est la première fois que je voyageais toute seule, donc c'est vrai que finalement les automatismes reviennent toute seule et voilà, je me suis dit oh là là, voyager c'est trop fan. Et en fait, le premier soir, j'ai envoyé un message, c'est trop bien. Je repars en voyage en solo avec mon sac à dos.
pour la petite anecdote, alors j'ai pas vraiment fait du stop pour rentrer, mais je suis rentrée en camping-car, ce qui s'avère que j'ai rencontré des Français là-bas. Et c'est eux qui m'ont ramené jusqu'en France. Donc, on était Tallinn, ils m'ont déposé chez mes parents, voilà, en camping-car. C'est pas ce que Énorme, ouais. Je regarde le timing, ouais, ça fait 3 quarts d'heure là qu'on est ensemble. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là en commentaire sur le live. En attendant, moi j'ai encore d'autres petites questions. Mais si vous avez des questions ou qui nous regardez, n'hésitez pas à les poser. On fera un plaisir d'y répondre. Bah déjà, avant que ça coupe aussi, déjà, où est-ce qu'on peut retrouver justement United Schools si on est intéressé par United Schools? C'est où qu'on a les infos sur Facebook, Instagram, un site? Dis-nous tout. On est sur tous les réseaux sociaux. Donc, le plus actif, c'est quand même la page Facebook. Donc, United Schools, vous tombez directement dessus avec le petit logo en hexagone avec des couleurs d'un petit réseau et des couleurs vertes et bleues. Et puis, on a notre site internet. Donc, c'est tout simplement unitedschools.world, le monde. Et donc, on peut retrouver tous nos réseaux sociaux d'ailleurs via ce site vitrine. Et puis, voilà. La plateforme, là où il y a plein d'échanges dessus, elle est, comme vous l'avez deviné, sécurisée et privée. Il y a qu'un professeur qui peut créer son espace classe à l'intérieur. Et donc, vous pouvez pas voir ce qui s'y passe. Par contre, sachez qu'en 2 ans à peu près, il y a eu plus de 600 contenus qui ont été échangés. Des contenus très concrets, hein, en lien avec le partage de sa culture, de son patrimoine local. Donc, ça peut être des recettes de cuisine. Ça peut être, quand on parle d'éco-citoyenneté, plutôt des choses plutôt en lien avec des pratiques éco-citoyennes. Par exemple, au Cambodge, ils ont fait la promotion du fait qu'ils créent un sac à base d'un vieux t-shirt pour lutter contre la pollution plastique là-bas. Et donc, voilà. Vous pouvez nous retrouver un peu de partout. Il y a des choses qu'on ne peut pas montrer parce que elles sont privées, mais c'est ce qui fait un peu la force de notre réseau. Top, ouais. Là, j'ai déjà une première question. Il y a Cécile qui nous demande quel est le budget pour 11 mois pour votre tour du monde. Même si dans le film, on dit que le budget dépend de chacun. Enfin, chacun a un budget propre à sa manière de consommer et de voyager. Mais vous, c'était quoi votre budget? Nous, pour nous deux, c'était 38 000 euros. Ok. Ouais, donc on est plus ou moins dans la moyenne de 15 000 euros par personne pour un tour du monde d'1 an, ouais. Ouais, j'ai vraiment tout compris. On voit aussi beaucoup d'hébergements type auberge de neige, logement chez l'habitant. On voyageait comme la Guyane du point de transport en commun. Et du coup, ouais, là où on reniait pas trop, c'est sur la nourriture, parce qu'on est des épicuriens, et on se faisait plaisir, c'est vrai quand même au niveau de la nourriture. Je confirme, c'est pour ça que j'ai bien aimé voyager avec vous aussi, parce que je suis un épicurien comme vous. On devrait faire un tour du monde de la gastronomie. United Restaurant. 100% pour. En tout cas, c'est pas parce qu'on est en live avec toi, Laurent, mais on a vraiment passé une super semaine avec toi et Flo, et on peut dire que vous êtes restés des amis, et c'est le cas, c'est sincère. Et on a vécu quand même une semaine assez intense avec effectivement des beaux moments dans les écoles. Moi, j'ai un souvenir de quand on est allé dans une classe en dehors du projet, c'était juste pour voir comment ils apprenaient le français. Oui, bien sûr. Et c'était assez magique où on était sur les manuels scolaires et même nous, on avait des questions, on savait pas y répondre en fait. C'était assez angoissant. Par exemple, on travaillait, je sais plus quelle région en France et on avait jamais mis les pieds et on demandait, je sais plus quelle question. Oui, c'est vrai. Impressionnant, ouais. Oui, on était assis avec les écoliers sur les tables et tout. C'est vrai que ça, c'était. Mais je suis retombé dessus là, j'ai regardé les stories. En fait, je vais remettre les stories à la une là je vais les remettre en avant les stories à la une de tout le tournage de Génération Tour du Monde parce que toutes les archives sont disponibles. On les a mis sur YouTube, elles sont sur Facebook aussi. Mais je vais les remettre à la une sur Instagram, comme ça on peut replonger dedans. Mais pour moi aussi, c'était vraiment un grand moment cette semaine à Vientiane. Puis on a bien trippé aussi notre guest to guest, notre home exchange. Et d'ailleurs, tu avais fait une compilation effectivement de toutes ces stories, donc je pense que c'est ça dont tu parles. Ouais. Et dis-toi que donc l'aventure continue et il y a un très bon exemple, c'est qu'on a envoyé une volontaire en service civique qui s'appelle Cybèle, qui nous suit peut-être ce soir, mais qui est partie au Laos. Donc malheureusement, on a dû la rapatrier. Et grâce au bon lien qu'on a créé là-bas avec le ministère de l'Éducation au Laos, avec le celui bilingue entre autres, et bien voilà, on a pu. Et donc pourquoi je parle de ça, parce que je vais montrer à Cybèle avant qu'elle parte le petit résumé des stories. Ouais.
pour qu'elle soit dans le bain, en fait, qu'elle se rende compte qu'être dans une école, c'est ça, ils sont timides, ah ok, d'accord, et c'était vraiment, elle a beaucoup apprécié. Ouais, trop bien. Énorme. Dans le film, on posait comme question à la fin, c'était transition ou parenthèse. Avec 2 années de recul, c'est quoi la réponse aujourd'hui? J'ai entendu Florence dire, non, mais il n'y a pas de parenthèse dans une vie. Et donc, c'était Elias qui disait point virgule. Je crois que tout le monde avait dit quand même parenthèse, transition, sauf moi, je crois. Ouais, oui, c'est ça. Je sais pas. Oui, peut-être qu'avec du recul, je dirais transition maintenant. Ouais. Moi, le premier déclic me concernant, il est quand on a fait 15 jours en tant que bénévole dans un camp de réfugiés à côté de la jungle de Calais, à Grande-Synthe, où j'ai vraiment eu le premier déclic en me disant, ok, j'ai envie de faire autre chose, et ça c'était en 2016. Et le voyage a été en fait une continuité de ce déclic-là, et pas un aboutissement du coup, mais une consécration, mais une étape importante, ouais. Qui a permis de mettre en place des choses et qui aujourd'hui font partie intégrante de ma vie. Et c'est vrai qu'une activité, c'est, même en dehors des heures de boulot, j'en parle aussi dans mon entourage, et ça fait partie de moi maintenant. Non, c'est un beau cheminement de vie, ouais. Ce que tu me montres là, ouais. Est-ce que vous avez encore des petites questions là? Il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je crois que j'ai fait un peu le tour de toutes mes questions que j'avais préparées. Voilà. Ouais, du coup, c'est à nous de te poser des questions, c'est ça? Sinon, s'il y a encore des questions, mais sinon, le prochain invité, ça sera Inès, samedi à 19h. Inès qui sera en direct du Canada. Parce qu'Inès, on va pas tout spoiler, mais avant Génération Tour du Monde, elle était expat en Italie. Après le film, elle s'est retrouvée en Norvège et là, elle est au Canada et elle nous expliquera pourquoi elle est au Canada actuellement. Donc, pas mal de choses sur Inès. On lancera le compte à rebours du live demain. Et il y a Flo qui demande où est passée ta barbe. Un gros sujet, ouais. Un gros. On a tous adoré la barbe de Stéphane, mais pourquoi n'as-tu plus de barbe? Est-ce que c'est Hélène qui ne veut pas de barbe ou est-ce que c'est toi qui ne veux plus de barbe? La barbe, parlons-en. En fait, c'est vrai que je me suis laissé pousser la barbe pendant le voyage. Je pense que c'est pas très original. Il y a beaucoup de voyageurs qui le font. Par contre, bon, voilà, c'était plus ou moins apprécié par Hélène selon les périodes. Donc, et ce qui est sûr, c'est qu'en rentrant, je m'étais dit que je la gardais je sais pas pourquoi, je t'ai fait plus jusqu'à la fin de l'année. Et d'ailleurs, celle qui m'a piqué mon compte Insta là ce soir pour Marie-Laure a été la personne qui, lors du jour de l'an, m'a coupé toute la barbe. Et donc, je sais pas, c'était l'heure du matin, je suis revenu dans la salle principale, et Hélène qui m'a vu sans barbe. Bon, elle a pleuré, en fait, elle était toute décontenancée. C'était assez incroyable. Il faut dire que même moi, j'avais vu votre photo de Nouvel An sur Facebook 2 jours après, et je me suis demandé, mais où est Stéphane sur la photo? C'est qui ce gars-là? Ah bah oui, tu l'avais jamais connu comme ça. Non, je l'avais pas connu comme ça, je me dis, mais où est Stéphane? Et il y a Florence qui dit, on a rajeuni depuis le film. Bah, en fait, Flo, on n'est pas si vieux que ça, on a que 25 ans. Donc, s'il y a une dernière question, si vous avez des dernières questions, profitez-en. On est là tous les trois, donc profitez-en si vous avez des dernières petites questions. Et si vous avez des choses à ajouter que je n'aurais pas demandé, profitez-en aussi. Ouais, super inspirant. C'est cool. Du confinement pour revoir toutes nos vidéos, toutes nos photos de voyage. Et c'est vrai que c'est quand même une richesse d'avoir pu faire un beau périple comme ça parce que, enfin, je sais pas, je trouve que c'est ce que je mettais sur ma page Facebook pour promouvoir le live ce soir. On dit souvent, là dans cette période, il faut se projeter dans l'avenir, il faut avoir des projets et tout. Mais c'est un vrai réconfort pour nous aussi de plonger dans ces souvenirs de voyage. Ça donne du baume au cœur et ça aide aussi à passer le temps et à plein de choses dans cette période.
Je confirme parce que même moi, de mon côté, le fait d'organiser ces lives, ça me rappelle plein de bons souvenirs, de grands moments. Et pareil, ça rebooste en ce moment et ça rebooste pour la suite aussi de se remémorer ces bons moments et puis d'envisager l'avenir plus sereinement. Ouais. Ouais, exactement. Tiens, j'ai eu deux Ouais. petites questions qui ont un peu sympa entre temps. C'est est-ce que vous avez jamais pensé à devenir expat? Ah ouais. Non, on s'est posé plusieurs fois la question pendant qu'on voyageait, et même au retour, est-ce qu'il y aurait eu un endroit ou une ville où on aurait aimé se poser sur la durée? S'il y avait un endroit à choisir, on était assez unanime peut-être sur la Sydney, en Australie, où on a vraiment, ouais, vraiment ressenti des choses. Moi, je suis pas très ville hein, à la base. J'étais élevé, j'étais dans la campagne, etc. C'est pas très grande ville. Et Sydney, je sais pas pourquoi, il y a une atmosphère, et puis le cadre est juste magnifique. Et mais bon, non, on n'a jamais eu l'idée de se poser ailleurs et d'être des digital workers ou pas. Ouais, Sydney, je pense qu'avec Flo, on valide à 3000%. Et sinon, ouais, dernière question avant qu'Instagram nous coupe ce petit live. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de beau à United Schools? Bah, de réaliser Une longue vie. ouais, réaliser un peu nos objectifs, hein, qui sont d'impacter un maximum d'élèves et de professeurs dans le monde. Puisqu'il faut savoir que les élèves sont les bénéficiaires, mais les professeurs aussi, puisqu'ils disposent de contenus super sympas, super concrets pour intéresser et motiver leurs élèves, pour leur faire apprendre les langues, découvrir la géographie et choses comme ça. Et donc, bah, c'est voilà, d'avoir des centaines de milliers d'élèves demain qui en profitent. Et puis, bah, si on doit faire un call to action et essayer de motiver ceux qui nous écoutent là et qui nous écouteront demain en replay, on est en recherche d'un fonds de financement privé, public. On est en recherche d'ambassadeurs, donc voyageurs et étudiants, pour nous aider à créer du lien avec de nouvelles écoles dans le monde. Et puis de nouveaux bénévoles aussi, comme on en intègre en ce moment, avec leurs compétences, leur énergie et leur motivation. Bien dit. Donc ouais, donc longue vie à United Schools et puis donc n'hésitez pas à les suivre sur Facebook, Instagram, sur leur site. Et si vous voulez poursuivre la discussion avec Hélène et Stéphane, je pense que comme d'habitude vous serez heureux de répondre à toutes les questions. Donc n'hésitez pas à leur envoyer des messages sur les différents réseaux. Exact. Et puis ben merci à tous d'avoir suivi ce nouveau live. Ça fait toujours bien plaisir de chatter ensemble. Ça passe super vite cette petite heure. Et puis ben vous retrouverez Flo qui posera les petites questions à Inès ben, samedi soir à 19h. Voilà, Merci, voilà. Laurent. Ben, bonne soirée à tous. Gros bisous à tous les deux. À très vite. À très vite. Ouais, ciao, ciao. Salut.